Bienvenue sur Tout médecin, pour comprendre notre santé vite et bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au cancer de la prostate à travers une synthèse clinique. C'est, il faut le rappeler, la néoplasie la plus fréquente chez l'homme en France. On va parcourir son histoire naturelle, du dépistage jusqu'au suivi, en se concentrant sur les points essentiels de la prise en charge. Pour cela, on va suivre une progression logique. On commencerait par la définition de la pathologie et son impact épidémiologique. Ensuite, on verra comment identifier les patients à risque et quelles sont les modalités du dépistage. On détaillera le processus diagnostique, puis la classification de la maladie et l'arsenal thérapeutique disponible avant de terminer sur les stratégies de surveillance à long terme. Commençons donc par les bases, la définition de la maladie et quelques chiffres clés sur son épidémiologie. Un bref rappel anatomique pour commencer, la prostate est divisée en plusieurs zones. Et l'adénocarcinome, le type de cancer le plus courant, se développe préférentiellement dans la zone périphérique. C'est ce qui explique pourquoi le toucher rectal garde toute sa pertinence clinique pour la détection d'une induration suspecte. D'un point de vue histologique, il s'agit donc dans plus de 90% des cas d'un adénocarcinome, c'est-à-dire une tumeur qui se développe à partir de l'épithélium glandulaire. C'est cette entité qu'on va décrire tout au long de cette analyse. En termes d'incidence, les données de 2018 sont éloquentes. Près de 60 000 nouveaux cas diagnostiqués en France cette année-là. Ça en fait le premier cancer chez l'homme, loin devant le cancer du poumon et le cancer colorectal. Et malgré une évolution qui est souvent indolente, la mortalité reste significative. Avec 8100 décès par an, le cancer de la prostate est la troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme. Cela souligne bien tout l'enjeu d'une stratification précise du risque et d'une prise en charge qui soit vraiment adaptée. Abordons maintenant les facteurs de risque établis et les stratégies actuelles de détection précoce. Il y a 3 facteurs de risque qui sont aujourd'hui solidement établis. Le premier, et le plus important, c'est l'âge, avec une incidence qui augmente de façon très nette après 65 ans. Viennent ensuite les antécédents familiaux, notamment au premier degré, qui peuvent orienter vers des formes héréditaires. Et enfin, l'origine ethnique, avec un surrisque qui est avéré pour les populations d'ascendance africaine. Alors en France, il n'y a pas de programme de dépistage de masse. La stratégie repose sur une détection précoce individualisée. La discussion autour de ce dépistage est proposée aux hommes à partir de 50 ans ou dès 45 ans en présence de facteurs de risque. Bien sûr, après une information éclairée sur les bénéfices potentiels, mais aussi sur les risques de surdiagnostic et de surtraitement. Voyons maintenant plus en détail le parcours qui mène de la simple suspicion à la confirmation du diagnostic. Ce parcours diagnostique s'appuie sur un triptyque assez classique. D'abord, l'examen clinique, avec le toucher rectal pour rechercher une anomalie, une induration ou une asymétrie. Ensuite, le dosage du PSA total sérique qui sert de marqueur d'alerte. Et enfin, en cas d'anomalie de l'un ou de l'autre, on s'oriente vers la preuve histologique, c'est-à-dire la biopsie. Le PSA, l'antigène spécifique de la prostate, est une callicréine dont la fonction physiologique est la liquéfaction du sperme. Son passage dans la circulation sanguine augmente en cas de rupture de l'architecture glandulaire. C'est donc un marqueur spécifique de l'organe, la prostate, mais pas de la pathologie cancéreuse, ce qui explique ses limites en termes de spécificité. Donc la question cruciale qui se pose, c'est est-ce qu'un taux de PSA élevé est systématiquement synonyme de cancer? La réponse est non. L'interprétation d'un PSA élevé nécessite d'éliminer les diagnostics différentiels. En effet, une hypertrophie bénigne de la prostate, une prostatite aiguë ou chronique, une infection urinaire ou même des manipulations urologiques récentes peuvent être à l'origine de son élévation. La confirmation diagnostique est donc, et uniquement, histologique. Elle est obtenue par des biopsies prostatiques, idéalement ciblées après une IRM multiparamétrique. L'analyse anatomopathologique va au-delà de la simple confirmation de l'adénocarcinome. Elle établit le score de Gleason, qui, en additionnant les 2 grades les plus représentés, définit des groupes pronostiques ISUP de 1 à 5. C'est essentiel pour la stratification du risque. Une fois le diagnostic posé et son agressivité évaluée, l'étape suivante est de classifier la maladie pour définir la meilleure stratégie thérapeutique. Pour ça, on utilise la classification TNM, qui évalue l'extension locale de la tumeur, le T, l'attente ganglionnaire, le N, et les métastases à distance, le M. Pour simplifier, les stades T1 et T2 correspondent à une maladie qui est cliniquement localisée à la prostate. Le stade T3 signe un franchissement de la capsule prostatique. L'ensemble de ces données, combinées au score ISUP et au taux de PSA, permet de définir la classification de D'Amico en risque faible, intermédiaire ou élevé. L'arsenal thérapeutique est large et le choix dépendra directement de cette stratification du risque, mais aussi de l'âge et des comorbidités du patient.
Les options vont de la simple surveillance active pour les formes peu agressives jusqu'au traitement systémique comme l'hormonothérapie ou la chimiothérapie pour les formes avancées. Pour les cancers localisés, la discussion se concentre sur deux grandes stratégies. D'un côté, pour les formes à faible risque, la surveillance active est une option privilégiée. Elle consiste en un suivi rapproché pour ne traiter que les maladies qui progressent. De l'autre côté, pour les risques intermédiaires et élevés, on discute des traitements actifs à visée curative, comme la prostatectomie radicale ou la radiothérapie. Il faut alors bien balancer l'objectif d'éradication de la tumeur avec les toxicités potentielles de ces traitements. Que ce soit après un traitement ou dans le cadre d'une surveillance active, le suivi à long terme est une étape absolument fondamentale de la prise en charge. Cette surveillance s'articule autour de consultations cliniques pour évaluer les toxicités et la qualité de vie, mais surtout autour du dosage séquentiel du PSA pour détecter une récidive biologique. En cas de suspicion de progression, on aura recours à des examens d'imagerie plus poussés, comme l'imagerie métabolique de type PET-PSMA. Dans ce suivi, c'est vraiment la cinétique du PSA qui est l'outil le plus sensible. Après un traitement radical, la réascension du PSA signe la récidive biologique. Et la dynamique de cette récidive, notamment le temps de doublement du PSA, est un facteur pronostic majeur qui va guider la mise en place d'éventuels traitements de rattrapage. En conclusion, la clé d'une prise en charge réussie du cancer de la prostate aujourd'hui repose sur une stratification extrêmement précise du risque initial. L'enjeu majeur est là. Il faut distinguer les formes indolentes, qui sont candidates à une surveillance active, des tumeurs agressives, qui, elles, requièrent un traitement curatif immédiat. C'est le fondement d'une approche personnalisée qui vise à maximiser le contrôle oncologique tout en préservant au mieux la qualité de vie. Abonnez-vous pour plus de vidéos.